Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous alternez avec succès les rôles au cinéma, au théâtre et à la télévision. Depuis combien de temps? Ça ne se dit pas, et pas seulement parce que vous êtes une femme. La pièce dans laquelle vous êtes actuellement à l'affiche s'intitule justement « Fallait pas le dire ». Bonjour Evelyne Bouix. Bonjour Jacques. Et c'est vrai que vous êtes avec Pierre Arditi, votre compagnon, votre mari, au Théâtre de la Renaissance, avec cette pièce « Fallait pas le dire » dont on va parler, qui est une pièce qui rappellera beaucoup de choses à ceux qui ont une vie, à beaucoup de monde. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de revenir sur votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Evelyne Bouix, c'est le 14 juillet 1973. D'après mes dossiers, c'est votre première télé. Vous jouez L'étourdi ou Les Contretemps, la pièce de Molière, qui a été tournée au Théâtre de Strasbourg. Oh là là, j'avais complètement zappé l'affaire. Ah oui, bien sûr. C'est vrai, c'est une mise en scène de Jean-Louis Tamin. Voilà, ouais, et qui reprend une idée de Molière, c'est-à-dire des masques qui interviennent dans l'histoire. Et c'est une pièce qui a été représentée pour la première fois le 3 novembre 1658 par la troupe de Monsieur le Frère du Roi. Ah là là, voilà. J'avais oublié. Ouais, merci, j'avais carrément oublié. C'est une pièce où vous avez un petit rôle. Mais... Oui, bien sûr. Ah oui. Mais c'est votre première télé, c'est-à-dire que ça a été tourné à Strasbourg. Oui. Et je crois que Jean-Louis Barrault aussi avait créé cette pièce avant. Oui. Alors, c'est fou, hein, parce que... Oui, c'est fou. Mais enfin, c'est lointain, mais en même temps, le métier d'actrice, Evelyne Bouix, vous y pensez depuis toujours, depuis vos jeunes années. Oui, j'ai toujours voulu faire ça, en fait. Ouais. Pourquoi ? C'était la grande époque, vous savez, des films du dimanche soir à la télé, en noir et blanc. C'était vraiment... Bon, je parle d'une autre époque, on est bien d'accord. Oui. Sauf que moi, ça m'a fait rêver. Et toutes ces actrices me faisaient fantasmer. Et je voulais être actrice parce que j'avais envie qu'il m'arrive des choses, qu'il m'arrive... elles avaient des vies différentes. Je voulais pas avoir que ma vie. Et je me sentais à l'aise dans d'autres vies, en fait. J'avais envie d'avoir plusieurs vies. C'est comme ça que c'est venu. Et vous imaginiez des personnages, des histoires? J'imaginais des histoires, absolument. Puis les costumes, et puis les pays, les endroits où elles étaient me faisaient rêver aussi. Et puis, en fait, vous étiez enfant unique, donc il fallait bien s'occuper. Ouais, fallait rêver. C'est vrai que c'était dur d'être enfant unique. Oui, c'était dur, ouais. C'était dur parce que seule, parce que mes parents travaillaient beaucoup, parce que je me retrouvais dans un pavillon toute seule, et qu'il y avait l'ennui qui rôdait beaucoup, même si j'étais beaucoup aimée. Donc il fallait que je rêve, que je m'invente des vies. Voilà. Vos parents étaient agents de maîtrise, je crois. Maman était agent de maîtrise et papa était mécanicien au wagon-lit. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le cinéma ou le théâtre. Rien à voir. Mais ils n'étaient pas contre le fait que vous fassiez... Non, ils ont été super. Ils m'ont tout de suite dit, si tu veux faire ça, tu feras ça, quoi. Non. Alors, ça se passe à Hyères, pas hier dans le Midi, mais hier à côté de Paris, dans l'Essonne, qui est devenu d'ailleurs à partir du XVIIIe siècle un lieu de villégiature apprécié par l'aristocratie et la bourgeoisie. Oui, mais c'est toujours très beau. Maintenant, c'est devenu en plus à la mode avec tout ce qui se passe là-bas. Ouais. Et Jean de La Fontaine a vécu là-bas d'ailleurs. Jean de La Fontaine. Oui. Eh ben. Alors pourquoi hier? C'est parce que vos parents vivaient là-bas? Oui, ils vivaient là-bas, absolument. Ils avaient construit un pavillon et je vivais à Hyères. Voilà. Et vous êtes né à Charenton-le-Pont, c'est pas loin. C'est pas loin. Donc, les années lycée commencent, et il y a un lycée qui s'appelle le lycée Montgeron, je crois, qui va être la clé de votre métier, Evelyne Bouix. Alors, c'était à Hyères, le lycée. Je suis allée au lycée de Montgeron, mais c'était à Hyères, et je suis tombée sur un pion, sur quelqu'un qui voilà, et puis qui faisait du théâtre, en fait. Et puis, tous les soirs, lui, il prenait le train pour aller à ses cours, et on avait discuté, il était très sympa. Et il m'a dit, je t'emmènerai, si ta mère est d'accord, parce que j'étais jeune, si ta mère est d'accord, je t'emmènerai au cours à Paris, parce que moi, j'allais au cours ailleurs, et c'était à Paris, les cours. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert le théâtre. Voilà, c'est quand il m'a emmenée au cours, et j'ai été fascinée, voilà. Déjà, et c'était un cours à Paris? C'était un cours privé à Paris, comme les cours Simon, les cours Périmonie, tous les cours, voilà, les cours Florent, c'était des cours de théâtre, quoi. Voilà. Et puis un jour, il y a une audition à la Comédie Française, je crois. Alors il me dit, j'étais jamais allée au théâtre de ma vie. Hein. Jamais. Non, parce que mes parents étaient pas du tout culturés. Ils sortaient pas. C'était pas l'esprit de la maison, quoi. Ils travaillaient. C'était vraiment, voilà, il n'y avait pas de temps pour les sorties, ni pour le théâtre, ni pour le cinéma, ni pour quoi que ce soit. Et en fait, et il me dit, ils veulent des très jeunes filles à la Comédie Française. Et je me dis. Ouais, mais la Comédie Française, c'est où? Et voilà, c'est de cet endroit-là. Et alors, donc, il me dit, voilà, donc je me trompe tout de suite d'entrée. Je prends l'entrée des artistes, je passe par la mauvaise porte.
Et le rôle principal, c'était Georges Aminel qui jouait dans Malatesta. C'était pour la pièce pour laquelle j'auditionnais. Et je rentre avec lui et je coince sa cape dans l'ascenseur. Il devient vert, il m'insulte. Et je lui dis, mais monsieur, il me dit, de toute façon, qu'est-ce que vous faites là? C'est genre pour le petit personnel, c'est de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que vous foutez là? Là, c'est l'entrée des sociétaires et tout. Je savais pas du tout ce que c'est un sociétaire, rien du tout. Donc, je dis, mais monsieur, pardon, voilà. Et après, je vois plein de petits rats de l'opéra, en fait, parce qu'il voulait quelqu'un, Malatesta, de très fin, de très menu pour le rôle. Donc, je vois plein de trucs de l'opéra qui essayaient les costumes, les machins, et je suis perdue. Et qui je revois? On me dit, c'est avec lui que tu vas passer l'audition, le monsieur qui m'avait disputé pour moi dans l'ascenseur. Je dis, bon, bah alors là... Voilà, donc c'était Georges Aminel. La scène était avec lui, en fait. Oui, et voilà. Georges Aminel a aussi une carrière audio, c'est-à-dire qu'il a fait la plupart des disques pour enfants des années 60, Astérix, Black et Mortimer, Chlorophylle. Il était dans tous ces disques-là, là, une des voix principales avec Yves Brinville et Jean Topard. C'est drôle, en plus, il s'est avéré que c'était un homme charmant et exquis. Mais bon, c'était mal passé. Mais après, moi, quand je travaillais avec lui, c'était un mec délicieux, bien sûr. Alors, l'audition se passe, il y a quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un dont on va entendre la voix. Quelquefois je manque de souffle, car souffler, mais souffler, le comédien que je souffle. Pierre Dux. Pierre Dux. Oui, j'entendais pas, oui. Pierre Dux, bah oui, en fait, c'est lui qui s'occupait de la Comédie Française à l'époque. Oui. Et donc, les auditions durent 2 mois quand même. Hein. Et un jour, on dit, bon, alors qui va être, voilà, et j'entends mon nom. Et je suis abasourdie, quoi. Je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas moi et tout. Et j'en reviens pas. Et donc, voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Et c'était donc Malatesta qui était... De Monterland. De Monterland, qui était une pièce qui était jouée à la Comédie Française. J'ai joué à la Comédie et Française. Vous étiez une toute petite fille. Et j'étais une petite fille. Voilà, je m'appelais Vanella et j'étais une petite fille, la maîtresse de Sigismond de Malatesta. Il faut savoir que Sigismond Malatesta, c'est un seigneur de Rimini qui a été connu pour ses trahisons, sa provocation envers les mœurs de l'époque. Et c'était un chef militaire très connu dont Monterland a tiré l'histoire. C'est ça. Et donc vous vous retrouvez sans cours, sans rien à la Comédie Française. Ouais. Pendant plusieurs soirs. Ah oui, mais pendant longtemps, en alternance avec d'autres spectacles. Mais pendant, donc d'un seul coup, ma mère, elle n'en croit pas, parce qu'elle savait quand même ce qu'était la Comédie Française. Mes parents, même s'ils y étaient jamais allés. Donc quand même, la Comédie Française, voilà. Et puis, où ils sont formidables, c'est qu'ils viennent me chercher. J'avais une doublure. Donc où je dormais chez ma doublure qui était elle danseuse, où mes parents venaient me chercher, je prenais le dernier train du soir, ils venaient me chercher ailleurs à la gare. Hein. Donc c'était quand même du lourd, parce que le lendemain j'avais l'école. Voilà. Et autrement, si je dormais sur ma doublure, je prenais le premier train du matin pour aller à l'école le lendemain en banlieue. Et à l'école, on savait que vous étiez à la Comédie Française? Non. Non, je le disais pas, non. Mais quand on se retrouve sur la scène de la Comédie Française et qu'on concrétise un rêve, comment ça se passe? Mais en fait, je peux même pas vous dire que c'était comme ça, parce que j'avais pas rêvé de faire de théâtre, moi. Je voulais juste être actrice, mais être actrice que je voyais à la télé, c'était du cinéma, c'était pas du théâtre, en fait. Donc, c'est un truc incroyable, le théâtre. C'est le décor, c'est une autre atmosphère que je ne soupçonnais pas. Donc, voilà, c'était irréel. Et on vous découvre aussi, Evelyne Wix, au théâtre ce soir, parce que vous avez un tout petit rôle d'invité dans Un fil à la patte de Feydeau. Ah oui, c'était justement grâce à la Comédie Française où j'ai pu, parce que c'était les grands de la Comédie Française, ils étaient tous là, et Robert Hirsch, où je mourais de rire parce qu'il était dans Le fil à la patte, il était exceptionnel, et il y avait Jean Piat, c'était tous ces monstres là de la Comédie Française, et c'était assez incroyable. Ouais. C'est-à-dire que oui, il y avait Jacques Charon, il y avait Jean Piat. Ouais. Il faut savoir que la Comédie Française grâce à Jean Piat, a pu entrer dans la collection au théâtre ce soir. C'est lui qui a servi d'intermédiaire pour qu'il y ait d'autres pièces je ne le savais pas. Que des vaudevilles. D'accord. Et il y a eu les grands classiques grâce à Jean Piat. Et puis il y a une autre pièce au théâtre ce soir que vous allez jouer, qui est moins connue, qui est Monsieur Silence. Oui, avec Christian. Comment il s'appelle, l'acteur? C'est pas Christian Allers? Oui, c'est ça. Christian Allers. Oh là, vous avez retrouvé des trucs. Hein. Mais ça aussi, petit à petit, vous apprenez votre métier. Oui, absolument. Oui, je passe des auditions, je commence à travailler. Je fais aussi beaucoup de scolaires. Vous savez, le scolaire, c'est pour on va jouer dans les écoles. Où je fais des trucs à Paris pour le mercredi. C'était le jeudi à l'époque, le jeudi après-midi. Pour les scolaires, je fais des classiques en fait. Voilà. Et en même temps, vous allez faire le conservatoire de la rue Blanche après le bac. Absolument. Non, je l'ai pas passé le bac en fait. Ah bon? Non. C'est après le bac, mais sans l'avoir. Voilà. Et pourquoi?
Et ben parce qu'en fait, une fois que j'ai commencé à faire du théâtre et tout ça, je me foutais de l'école en fait. Ça m'a jamais vraiment intéressée, mais là ça m'intéressait plus du tout en fait. Mais faire le conservatoire quand on a déjà été en scène, c'est plutôt rare, Evelyne Bouix. Bah non, parce que j'avais rien appris. Oui. Bah non, je commençais parce que de faire du théâtre, c'est dur, hein, c'est un métier, hein, c'est vraiment pas. Il fallait que j'apprenne ce métier quand même, c'est pas simple. Hein. Et on vous a admis pendant 3 ans au conservatoire. Voilà. C'est une époque où il n'y avait plus de concours à la fin. Non, il y avait plus de concours à la fin. Non. Mais en même temps, c'était indispensable pour Ouais. apprendre ce métier. Bah, c'était indispensable. Je sais pas si c'est indispensable. On apprend des choses, on se fait surtout des relations, des amis. On sait comment ça se passe. On est au courant des auditions. Moi, je connaissais personne dans ce métier. Étant donné que j'étais de la banlieue et que je connaissais personne, donc il a fallu que je me fasse un réseau d'amis. Donc, j'étais pas toute seule en fait. Voilà. Et petit à petit, l'envie de faire ce métier a été de plus en plus forte, Evelyne Bouix. Eh bah oui, voilà. Eh ben, on va en reparler justement avec une autre date, le 13 avril 1983. À tout de suite sur Sud Radio avec Evelyne Bouix. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Evelyne Bouix. Donc nous allons parler tout à l'heure de cette pièce que vous jouez au Théâtre de la Renaissance avec Pierre Arditi. Et là, on revient à une date importante aussi, 13 avril 1983, la sortie d'un film dont vous allez écouter la bande originale. Edith et Marcel. Ouais. Ah, c'est des souvenirs, ça. Ah, c'est des hein. souvenirs. Ah ouais. Un film de Claude Lelouch où vous jouez Edith Piaf, à une époque d'ailleurs où on ne parlait pas autant d'Edith Piaf qu'aujourd'hui. Absolument. Oui, absolument. Elle était dans le trou, quoi. Oui, moi je la connaissais parce que vraiment c'était, moi j'essuie des verres au fond d'un café Ouais. ou voilà, mais quand Claude m'a dit tu vas jouer Edith Piaf, je comprenais pas en fait d'où venait cette histoire, mais ce qui l'intéressait c'était l'histoire d'amour avec Marcel Cerdan en fait, Bien qui sûr. l'intéressait. Donc Claude Lelouch, avant tout le monde, fait un film sur Piaf. Piaf est reconnu aujourd'hui grâce à un film, mais la différence entre le film qui a été récompensé par un Oscar et celui qu'a réalisé Claude Lelouch, c'est qu'au moins, chez vous, l'histoire est vraie. C'est-à-dire que Oui. le metteur en scène a inventé pour le film qui a eu l'Oscar des choses qui sont fausses, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été droguée. Non. C'est totalement faux. Elle souffrait d'une polyarthrite, donc elle prenait des médicaments. Et elle n'a jamais bu et jamais été alcoolique. Elle buvait du thé et la boisson, le vin, c'était pour les copains. On est d'accord là-dessus? On est d'accord. Alors comment on se retrouve dans la peau d'Edith Piaf? Bah d'abord en visionnant énormément de choses, hein, parce que j'ai tous les journaux, toutes les 36 chandelles, en fait, tous les trucs de l'époque où elle était invitée, donc beaucoup de... Bon, j'ai vécu avec elle, je me suis imprégnée d'elle, de sa voix, de sa gestuelle, voilà, j'ai rencontré sa secrétaire, j'ai rencontré des gens qui l'avaient fréquentée, voilà, donc voilà. C'était pas un mythe encore, mais seuls ses proches s'en souvenaient, Daniel Bonnel, sa secrétaire, et quelques autres. Bien sûr. Mais elle avait marqué son époque. Ah bah, elle avait marqué tout le monde, je pense, hein, parce qu'elle avait marqué Aznavour, qui est dans le film aussi, bien Oui. sûr. Elle avait, voilà. Et Beko qu'elle appelait le jeune chien. Ouais, alors, bon, mais Beko, je n'ai pas l'occasion de parler avec lui, d'elle, mais elle était, voilà, c'était quelqu'un avec une personnalité très, très forte, très puissante, et puis une voix, bon, c'est vrai qu'aussitôt que ça, elle emplissait tout, quoi, aussitôt que tout était, elle parlait avec Dieu, quoi, c'était vraiment quelque chose, enfin, pour moi, c'était une communion. Voilà, c'est ça, Piaf, quoi. Une communion parce qu'il fallait en plus prendre sa gestuelle, assurer le playback, c'était pas évident, Edith Bouix. Non, c'était pas évident, mais je l'ai fait avec un grand plaisir. Je me suis éclatée à faire ce film, en fait. J'ai adoré faire ce film, vraiment. Et alors, le rôle de Marcel Cerdan a été tenu par le fils de Marcel Cerdan. Oui, Marcel Cerdan Junior. Voilà, qui avait vécu 5 ans chez Piaf, parce que quand Marcel Cerdan est mort, elle se les reprochait, elle a pris en charge les 3 enfants de Cerdan, et il a vécu 5 ça, ans. je savais pas. Il a vécu 5 ans à Paris chez elle. Ah, d'accord. Et c'est vrai que se retrouver avec le fils de Cerdan dans un film, Ouais. c'est un moment. Bah, c'est-à-dire que c'est son portrait craché, quand même, Oui. physiquement. Donc voilà, et c'était bouleversant, et en même temps, bon, on avait perdu Patrick Devers qui devait faire le rôle, malheureusement, et c'est vrai que c'était, bon, voilà, c'était deux propositions de films, quoi, un avec un acteur et l'autre avec le portrait craché de Cerdan, quoi, c'était, voilà.
Alors, il se trouve que Claude Lelouch est entré dans votre vie après avoir vu un film qu'il avait produit des frères Jolivet qui s'appelait Alors Heureux. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai. Oh, vous êtes bien renseigné. Hein. Et c'est vrai que les frères Jolivet débutaient à l'époque. Ouais. C'était un duo, Pierre et Marc. Ils avaient fait des chansons dont Le Fils d'Hitler. Ils avaient proposé un film où il y avait tous leurs copains, y compris Balavoine, et vous étiez Oui. dedans. C'est ça, j'avais un petit rôle, je commençais donc, et c'était Claude qui produisait le film, ce que je ne savais pas. Et donc, on s'est rencontrés comme ça, en fait, sur ce film. C'est qu'un jour, il vous a vu à l'image et dit, je veux la connaître, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et l'histoire a commencé, et une histoire longue, et vous êtes devenue la muse de Claude Lelouch. Oui, parce que c'est un metteur en scène Claude, enfin comme beaucoup de metteurs en scène, je crois, mais c'est le seul que je connaisse vraiment bien. Oui. Et en fait, qui agit par fantasme. Moi, j'ai avec Claude, à part Edith Piaf, j'ai beaucoup interprété le fantasme de la Juive, des camps de concentration, beaucoup de d'autres actrices qui ont été proches de lui aussi ont incarné d'autres femmes, d'autres facettes de ces fantasmes. Donc moi, j'ai incarné ce fantasme-là, en tout cas. Et pendant 10 ans, vous avez été dans tous ces films, et je crois que vos préférés, Evelyne Bouygues, c'est Les uns et les autres, et Partir et revenir. C'est Partir et revenir. En priorité, c'est mon film préféré Pourquoi de Claude. Oui. Parce qu'en fait, je trouve que je sais pas, je me suis totalement identifiée à cette fille avec Annie Girardot, avec tout ça, toute cette histoire, la musique de Rachmaninoff. Je sais pas, j'ai été bouleversée tout le temps, j'étais au bord des larmes tout le temps, en fait, voilà. Ce qui est étonnant avec Claude Lelouch, c'est qu'il faut le suivre quand on tourne, parce qu'il y a un scénario, mais il n'est pas toujours définitif. Et Oui, mais c'était un tel plaisir de travailler avec lui parce qu'il vous lâche pas, il est tout le temps avec vous. Vous avez tout le temps envie de le convaincre, de l'épater, de l'émerveiller. Donc c'est un spectateur inouï, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que les acteurs l'adorent. Oui, et puis il laisse une liberté aux Ouais, acteurs. ah oui, ouais, Ça, ouais. vous avez une liberté de Totale, ouais. Il fait confiance, quoi. S'il vous a choisi, il vous fait confiance, quoi. Donc, et puis il est épaté, donc vous avez envie de l'épater. Vous savez, voilà, quoi. C'est. Et en même temps, vous êtes entré dans une tribu parce qu'il y avait sa bande, Charles Gérard, Martine, sa sœur. C'est une Bien véritable sûr. tribu. Ah oui, c'est une véritable tribu. Oui, oui, ouais. Et on rentre là-dedans sans problème quand on est toute jeune comme vous. Surtout, oui, on rentre dans un autre monde parce que je veux dire, bon, le monde du cinéma, je le connaissais pas, donc c'est carrément, c'est être propulsé, catapulté même, je dirais, avec une autre histoire, quoi. Voilà. Et en même temps, bon, vous avez tourné tous ces films, mais il vous a laissé quand même tourner d'autres films. Je crois qu'il y a eu Les Misérables de Robert Hossein. Ouais, qui a un grand souvenir aussi, ouais. C'était particulier, ça aussi, tourner avec Hossein. Hossein, bon, d'abord, il m'avait fait rêver comme tout le monde en Angélique. J'étais amoureuse de lui, bien sûr, comme toutes les petites filles, Angélique Marquise des Anges. Et puis après, bon, c'était un homme de théâtre, hein. C'était vraiment, il a apporté énormément au théâtre. C'était un super acteur. Et puis de travailler avec lui, c'était vraiment divin. Surtout ce personnage qui était très beau, quoi. Fantine, c'était un très beau personnage, quoi. Les Misérables, vous connaissiez depuis l'enfance ou ça faisait... Oui, non, je connaissais Les Misérables, je connaissais, ouais. Parce qu'il y avait aussi la comédie musicale. Oui. Et Oui, vous mais l'aviez c'était vue. après. C'était après. C'était après, ouais. Et vous savez que cette comédie musicale, quand elle a eu du succès, ça a été un triomphe, personne n'y Ouais. croyait. Et quand David McIntosh est arrivé de Londres pour dire vous allez venir avec moi, on va le sortir à Londres, Hossein a refusé parce que il ne voulait pas prendre l'avion et il voulait rester en France. Ouais. Je crois qu'il l'a regretté. Ah, mais c'est horrible, quelle histoire terrible. C'est une histoire terrible. Et c'est un film aussi où il y avait Lino Ventura Ah ouais, Lino Ventura, ouais, il y avait du beau. et Jean Carmet. Jean Carmet, et puis l'autre, comment il s'appelle, cet acteur de théâtre aussi, là, très grand acteur de théâtre. Bon, je sais plus, peu importe. Bon, il y avait, oui, mais non, c'était puissant, quoi. On arrivait, mais c'était chaleureux. C'était vraiment des gens, c'était chaleureux. Et puis Robert savait mettre une ambiance, quoi. C'est pareil, s'il choisissait les gens, il était très très chaleureux, quoi. Et le cinéma, au départ, c'était votre premier objectif. Oui, enfin, le cinéma ou la télévision, je voulais tourner, en fait, c'était ça qui m'intéressait. C'est la caméra me fascinait, quoi, l'ambiance des tournages. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez toujours aimé la caméra, je crois, Evelyne Bouygues. Ouais, En général, il y a des comédiennes qui ont peur de la caméra. c'est le contraire, moi. C'est-à-dire comment vous vous ressentez sur un plateau En fait, je me souviens, mais ça, c'est il y a très loin, parce que avant je savais pas, mais par exemple, si je devais pleurer,
une scène d'émotion. Il suffisait que la caméra s'avance vers moi et je pleurais. C'était un truc, c'était magique, quoi. On disait hop, et puis donc je pleurais. Donc c'était un truc. Et au tout début, j'avais tellement peur que je lui tournais le dos quand j'ai commencé, quand même. C'est parce qu'elles étaient très grosses, les caméras à l'époque. Elles étaient beaucoup plus grosses que maintenant. Donc il y avait ce gros truc. En même temps, j'étais fascinée. Et puis je tournais un peu le dos. Puis après, j'avais qu'une envie, c'est d'être près d'elle, quoi. Donc c'est un truc, c'est un rapport particulier. Hein. Oui, et puis il y a eu aussi une autre chose qui aurait pu être plus tragique, c'est le film de votre vie que vous avez vu à 9 ans défiler en noir et blanc, quand Exact. vous avez failli vous noyer. Et c'est la vérité, je vous jure que c'est un cinéma, c'est le cinéma. On voit, il y a la petite bande, hein, ça paraît complètement, c'est la petite bande qu'on voit avec tous les trucs, bébé, le machin, après les trucs, c'est un film. Je l'ai vu absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, j'étais dans le lac Léman. Et ma mère m'avait dit de pas aller parce qu'il y avait des tourbillons, des trucs, voilà. Et bon, évidemment, j'écoutais pas. Puis c'était pas elle m'aurait dit les vagues, je serais pas allée, mais le lac. Et d'un seul coup, j'étais aspirée et je me suis sentie partir et j'ai vu ce truc. Et je sais pas comment j'ai pu remonter. J'ai pu remonter à la surface. Je ne me rappelle pas. Vous êtes remontée toute seule? Oui, je suis remontée toute seule. J'ai même pas dit à ma mère ce qui venait de se passer parce qu'elle m'aurait filé une baffe en me disant que je t'avais interdit d'y aller parce qu'elle rigolait pas, ma mère. Hein, donc il fallait pas, fallait pas. Elle me dit mais c'est de ta faute. Je t'avais dit de. Bon voilà, donc mais j'ai été chargée pendant je sais pas combien de temps avec cette histoire quand même. Voilà. On a oublié le lac Léman. Maintenant, on va passer aux vagues d'applaudissements avec une autre date, le 16 janvier 1998. À tout de suite sur Sud Radio avec Evelyne Wix. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Evelyne Wix. Nous parlerons tout à l'heure de Fallait pas le dire, la pièce que vous jouez avec Pierre Arditi au Théâtre de la Renaissance. Et on revient à une date importante qui est liée aussi d'ailleurs à Pierre Arditi. Le 16 janvier 1998, c'est la première d'une pièce de théâtre, Le mari, la femme et l'amant, au Théâtre des Variétés. Ouais. Avec Pierre Arditi. Absolument. Et c'est une pièce de Sacha Guitry. Oui, qu'avait mis en scène Bernard Murat. Exactement, Voilà. qui joue également. Qui joue aussi dedans, oui. Alors, ce théâtre, à l'époque, il appartient à Jean-Paul Belmondo. Oui. Il est dirigé par Alain, son frère. Il faut savoir que dans ce théâtre, la vie parisienne d'Offenbach a été créée. Absolument. En 1807, exactement. Alors, vous voir dans un Guitry, c'est aussi inattendu. Oui, pour moi aussi d'ailleurs. Oui. Mais bon, c'était très... comment dire, c'était très jubilatoire. Et puis c'était avec ce théâtre comme ça à l'italienne, c'est pareil. J'avais une loge en plus dans ce théâtre qui était une bonbonnière, quoi. Donc on était transportés aussi dans un autre monde, voilà, les costumes, tout prêtait, tout faisait fantasmer, voilà. Et alors, cette pièce de Sacha Guitry, je ne sais pas si vous le savez, Evelyne Wix, elle a été créée dans un théâtre qui s'appelait le Vaudeville en 1919. Et à l'époque, Guitry a dit: j'ai écrit la pièce en 8 jours, c'est-à-dire un jour pour les 2 premiers actes et la semaine pour la suite. On l'a pas cru, bien sûr, et les critiques l'attendaient pour l'assassiner en disant ça va être nul, et ça a été un énorme succès. Ouais. Et c'est une pièce où justement Pierre Arditi joue votre amant. C'est ça. C'est assez particulier. C'est particulier. Mais, ouais. Et Pierre Arditi, vous le connaissez grâce à un homme dont on va entendre la voix. 35 films et autant de films pour la télévision. Oui. Édouard Molinaro. Édouard, oui, c'est lui qui nous a fait nous rencontrer. Ouais. C'est-à-dire qu'un jour, il vous propose un rôle Ouais. dans un film et c'est là vous rencontrez Pierre Arditi. C'est ça. Et C'est un métier de seigneur, de Oui. Pierre Boulle. Oui. Et donc, voilà, et il me dit, j'ai pensé à un acteur, j'aimerais bien que tu le rencontres. Donc, il nous fait un déjeuner à Neuilly chez lui, Oui. et c'est là que je rencontre Pierre. Voilà. Et il se trouve qu'un métier de seigneur de Pierre Boulle l'a un peu oublié, mais c'est l'un des plus grands auteurs français, puisqu'on lui doit, entre autres, Le Pont de la rivière Kwai et La planète des singes. Je savais pas Eh la oui, planète des singes. C'est lui qui l'a écrit. C'est pas Eh vrai. oui. Il écrivait un roman par an. Oh là là. C'est fou, hein. Mais j'avais oublié. Voilà. J'avais carrément oublié. Donc finalement, c'est une histoire d'amour qui débute à l'écran comme à la ville. D'ailleurs, Molinaro est un spécialiste du genre, puisque dans un film qui s'appelait L'amour en douce, il a fait rencontrer Oui. Daniel Auteuil et Emmanuel Béard, Et absolument. Oui, oui. qui ont eu un enfant aussi. C'est ça. Alors c'est vrai que du jour au lendemain, votre vie change, parce que Pierre Arditi a toujours dit « Oh, j'ai eu du mal à la séduire ». On n'a pas vécu tout de suite ensemble. Bah oui, c'est-à-dire que bon, un metteur en scène, c'est quand même c'est compliqué. Et après un acteur, et pour moi je voulais pas d'acteur parce que je veux dire en plus un acteur qui est tout le temps au théâtre et tout ça, et non je voulais pas d'acteur.
Et en plus, Pierre, c'est l'acteur, parce que bon, il est très, voilà, très véhément, très extraverti, et moi, je suis pas du tout comme ça. Donc, je lui dis, ça peut pas ça peut pas bien se passer. Donc, j'ai refusé de vivre avec lui pendant longtemps. Et il a été très tenace et il a attendu. Et après, bon, ça s'est très, très bien passé. Mais au début, il me faisait peur, en fait. Il me faisait très peur. Ouais. Et vous êtes devenu l'image du couple complémentaire à la ville et à la scène, Evelyne Wix. Oui, oui, c'est-à-dire que on a fait. Ça s'est fait indépendamment de nous, en fait. Les choses se sont faites comme ça, par le travail, par les vacances, par nos rencontres, quoi. Voilà, mais en même temps, le fait de travailler ensemble parfois et de vivre ensemble, il y a quand même une liberté des deux, parce que Pierre Arditi n'est pas toujours facile à vivre. Il n'est pas toujours facile à vivre, je vous le confirme. Il pique des grandes colères à la ville comme à la scène. Oui. C'est un être très entier, très véhément, avec des qualités inouïes, d'une générosité et de cœur énorme, mais c'est aussi quelqu'un qui s'énerve très vite, qui est vraiment, voilà, et d'un seul coup, on dit, calme-toi, en fait, calme-toi. Donc voilà, et puis, ce qui fait que ça fonctionne, c'est que lui, il travaille beaucoup, et puis moi, je travaille moins que lui, mais je travaille quand même, et puis on n'a pas forcément les mêmes, les mêmes enjeux, les mêmes, voilà, on n'aime pas forcément les mêmes gens, on n'aime pas forcément les mêmes choses, donc on est très libre l'un et l'autre. Voilà, mais en même temps, vous avez su préserver votre vie privée, ce qui n'est pas évident chez les couples célèbres. On a voulu, oui, on a voulu, parce que autrement ça part. Puis c'est pas notre genre, surtout, je crois. C'est une question de, voilà. Alors, votre vie, justement, c'est le théâtre. Et si je reviens un peu en arrière, votre premier grand rôle, c'était au Bouffe du Nord, Evelyne Wix. Ouais. On ne badine pas avec l'amour, Oui. mise en scène par Caroline Huppert. Ouais, et avec Isabelle Huppert, Oui. comme dans le rôle principal, ouais. Et ça, Caroline, c'est la sœur qui travaille un peu dans l'ombre, puisqu'elle a des fonctions de professeur et des fonctions administratives. Mais non, Caroline Huppert, c'était la metteuse en scène. la metteur en scène, oui, mais elle a aussi elle a des fonctions à la SACD. Elle a des Oui, fonctions... absolument, bien Voilà. sûr. Donc, Oui. c'est la plus discrète des sœurs Huppert. Absolument. Et là aussi, c'est une façon d'apprendre son métier au théâtre. Les Bouffes du Nord, c'est quand même... C'est magique, c'est un endroit magique. Et ça fait partie des choses qui vous ont marqué. Ce qui m'a marqué, en fait, c'est que il y avait à l'époque, Isabelle elle venait de faire La Dentelière, elle était en plein rayonnement, elle allait à Cannes et c'était magnifique. Et puis moi, je travaillais, mais en fait, il se passait pas grand-chose, quoi. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je me mette au travail, parce que je faisais un peu le travail en dilettante, en fait. J'étais pas, et là, je me suis dit, quand j'ai vu Isabelle, qui était complètement concernée par son travail, qu'il fallait que je m'y mette aussi. Donc, c'était un révélateur, cette pièce, pour moi, qu'il fallait que je me mette au travail. Oui, et vous êtes toute sauf une dilettante, Evelyne Wix, parce que vous êtes au contraire une acharnée de la précision. C'est vrai. C'est venu comme ça, petit à petit? Petit à petit, oui, c'est parce que, bon, quand j'étais... on évolue, moi je pense que quand les gens disent qu'on n'évolue pas, moi j'évolue beaucoup. Je faisais pas du tout... J'aimais pas la cuisine, maintenant j'adore faire la cuisine. Je faisais pas de sport à l'école, j'avais des mots d'excuses, maintenant j'adore le sport. Donc il y a plein de choses qui ont complètement basculé, qui ont complètement changé. Et votre timidité, quand on voit vos premières interviews à la télévision, dans une chez Philippe Bouvard, dans Passer donc me voir... je l'ai vu. J'étais étonnée. Je pensais que j'allais même pas articuler. C'est fou, quoi. À l'époque, vous aviez peur? J'étais terrorisée, ouais. Et c'est venu petit à petit, la confiance? Petit à petit, pendant longtemps, j'ai eu peur de parler, où je devenais rouge, je voulais pas qu'on pose de questions, où j'étais pendant très longtemps inhibée, oui, pendant très longtemps. Alors, on a parlé de votre premier grand rôle au théâtre, et le premier grand rôle au cinéma, je crois que c'est dans René Lacanne de Francis Giraud. Oh, premier rôle, non, j'avais un tout petit rôle dans René Lacanne. C'est un des premiers mais rôles. c'est un des premiers, c'est un des premiers. Ça aussi, c'était Francis Giraud. Il y avait Depardieu, voilà. Surtout. Et alors Depardieu, parce qu'il y avait une scène dans un train. Et Depardieu, c'était l'époque où après, voilà, c'était le grand Depardieu, qui est toujours le grand Depardieu. Et il m'avait dit, ouais, on travaillera ensemble un jour. Et moi, je dis, il m'a dit qu'on travaillera ensemble un jour. En fait, on n'a jamais travaillé ensemble. C'est un grand regret de ma vie d'avoir pas travaillé avec ce monsieur.
Ce film René Lacan, c'était l'histoire de René Girier, qui est d'ailleurs venu sur le tournage. En fait, il avait fait des braquages, il a fait 8 ans de prison, il s'est évadé 17 fois, et puis ensuite, il a mené une vie. Et je l'ai rencontré. Vous l'avez rencontré? Bien sûr, je l'ai interviewé. Il est devenu le chauffeur de la princesse Charlotte de Monaco, la mère de Régnier. Et donc, il s'est installé ensuite comme libraire à Reims, et il a ensuite ouvert un centre pour la réinsertion d'anciens prisonniers. Oh, c'est génial! C'était le truand repenti qui avait l'air d'un industriel. C'est fou ça, je connaissais pas cette histoire. Ah oui, il est venu sur le tournage même plusieurs fois. Alors, ça c'est le théâtre, le cinéma, mais il y a aussi la télévision, parce que vous avez réussi, ce qui n'est pas courant, Evelyne Bouix, à faire les trois. Oui, bah oui. Enfin, si maintenant de plus en plus de gens font ça quand même. Hein. Oui, mais enfin à l'époque, les gens, les gens faisaient pas trop de la télévision. Et régulièrement, quand on voit votre biographie, il y a un nombre incalculable de rôles à la télévision, des séries, des mini-séries, des unitaires, Et c'est un changement qui vous plaît à chaque fois, c'est jamais le même rôle. Bah non, c'est jamais le même rôle. J'adore tourner, donc j'adore évidemment tourner pour la télévision. J'aime pas tourner. Enfin, je fais un choix. Hein. Il y a des choses qui me satisfont pas, puis il y a des choses que j'adore. Et donc là, je viens de faire une série, je sais pas, une mini-série pour France 2 qui s'appelle L'amour presque parfait, avec Antoine Duléry, qui va, je pense, pas tarder à sortir, et qui est une comédie, vraiment une comédie. Et là, c'était la première fois que je faisais une comédie pour la télévision. Oui, parce que vous avez joué Maupassant. Plutôt des choses sérieuses à la télévision, plutôt des rôles dramatiques. Et là, j'étais très contente de faire avec Pascal Pouzoulou, qui a réalisé aussi Non, j'étais ravie de faire ça. Et puis, il y a un téléfilm qui a marqué les esprits. C'est Un morceau de soleil, je crois, où vous craquez pour le petit-fils de votre compagnon. Oui. Ça, c'était inattendu aussi. Ça, c'était inattendu, oui. Et vous avez été aussi dans Les Cordiers. Oui, j'ai été dans Les Cordiers. J'ai fait beaucoup de choses à la télévision. Même au début, vous savez, la série au tout début, avec comment ça s'appelle? Il y a eu Les uns et les autres en mini-série aussi. Et il y a eu d'autres choses. Comment ça? Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Les premiers trucs sur les médecins, là. Mais Médecins de nuit. Médecins de nuit, voilà. Les premiers médecins de nuit. Écrit par Bernard Kouchner. Voilà. Et vous avez tourné là-dedans aussi. Oui, avec Catherine Allégret, qui faisait la voix des mecs qui... Oui. Et vous êtes angoissée quand vous ne travaillez pas? Alors, j'étais beaucoup plus angoissée maintenant, dans le temps, quand je travaillais pas, voilà. Et puis maintenant, en vieillissant, on va dire, je suis moins angoissée. Mais faut pas que je travaille pas. Quand c'est très très longtemps que je travaille pas, je me sens un petit peu fragile. Oui, mais pour travailler, vous avez une méthode particulière. Vous allez dans les jardins du Palais Royal répéter votre texte. Ah bon? Oui, j'ai vu ça un jour dans une interview. Vous racontez que vous aimez aller dans les jardins du Palais Royal parce que ça vous rappelle l'époque de Jacques Charron. Alors, c'était à une époque, mais j'ai fini. Maintenant, je fais plus ça. C'était, je pense, qu'il y a longtemps. Il y a longtemps, je faisais ça, mais je le fais plus. Non. Ce que vous ne faites plus non plus, c'est être kleptomane parce que... Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Oh là là, maintenant... Mais non, mais c'est parce que voilà, c'était que j'aimais toute petite, donc ça n'a rien à voir. Mes parents, qui sont vraiment des gens qui m'ont très bien éduquée, sont pas du tout comme ça, mais j'avais besoin de piquer un protège-cahier, un stylo, un crayon, un pain au chocolat, un bonbon, voilà quoi. Et puis après, un peu plus gros quoi. Voilà. Et un jour, vous êtes fait prendre. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je me suis fait prendre, j'ai pleuré justement en disant mais c'est la première fois que je le fais, monsieur, je vous en supplie. J'ai fait l'actrice quoi. Il dit mon petit, alors vraiment, hein, tu le feras plus, promets-moi, autrement, je veux pas te revoir là. Donc parce que c'était les premières fois où il y avait, vous savez, les bips. Les bips, oui. Les bips. Oui. Donc j'avais pas l'habitude des bips encore. Francis Blanche, lui, volait des livres au bon marché, il avait 11 ans, et il s'est fait prendre, et il a fait une lettre en disant « Je ne jure de ne plus jamais voler des livres au bon marché ». Et il a commencé à en voler au magasin d'à côté. Et ça, c'est très drôle. Oui. Et puis, il avait, Francis Blanche aussi, il y avait un truc, il avait passé, je sais plus, je crois, un truc très, très gros. Un réfrigérateur. Voilà, un réfrigérateur sur les jupes de sa femme. Vous êtes courant. J'adore cette histoire, racontez-la. C'est-à-dire qu'à la douane, il arrive, on dit « Oh, monsieur Francis Blanche, vous avez quelque chose à déclarer ?» Oui, j'ai un réfrigérateur entre les jupes de ma femme. Oh, mais passez, monsieur, c'était vrai, mais personne ne l'a cru. Oui, bien sûr. Que ça, c'est l'humour, et l'humour, vous y tenez beaucoup. C'est ça. C'est-à-dire que souvent, vous jouez des rôles dramatiques, mais l'humour est important pour vous. C'est primordial. Vous riez tout le temps?
Tout le temps, non, mais je suis plutôt d'humeur joyeuse. C'est plutôt mon caractère, oui. Eh ben, on va le raconter justement parce que vous le démontrez à la scène à travers une autre date, le 1er octobre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Evelyne Wix. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Evelyne Wix. Donc une date importante, 1er octobre 2021, première d'une pièce que vous jouez au Théâtre de la Renaissance à 19h qui s'appelle Fallait pas le dire avec Pierre Arditi. Et là c'est une pièce assez particulière, c'est une histoire de famille, puisque c'est Salomé Lelouch, votre fille, qui a écrit la pièce et qui la met en scène. Absolument, ah oui. Comment est née cette histoire ? Alors en fait, elle nous avait écrit une pièce comme ça, pour nous deux, et elle nous l'avait proposée. On lui avait dit, et Pierre et moi, écoute, c'est très bien écrit, ça te plaît, mais nous on est un peu au-dessus du rôle, on se trouve pas trop vieux pour faire cette. Et alors elle dit bon bah très bien, et Pierre avait dit mais écris-nous autre chose parce que on adore, on a envie que tu nous écrives autre chose. Et tout, elle dit oui, je vais y penser, et c'est venu comme ça en fait. Et elle a pensé à ça pour nous. Et elle avait déjà écrit deux petites, c'est pas des sketchs, c'est des, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est des passages de vie, Oui. c'est des moments de vie différents, Des tranches de vie. des tranches de vie. Et elle en avait déjà écrit, qu'elle a modifié pour nous, pour elle l'avait, mais pas, on savait pas pour qui elle les avait écrits comme ça. Elle les a modifiés parce qu'elle avait écrit pour des gens plus jeunes. Et après, elle s'est mise à écrire pour nous, quoi. Donc, elle nous a montré. On a tout de suite dit, mais on le fait tout de suite, quoi. On était bluffés, quoi, bluffés. Alors il faut savoir que Salomé Lelouch, c'est la fille que vous avez vue avec Claude Lelouch et que c'est Pierre Arditi qui l'a élevée. Bah, c'est-à-dire que, étant donné que oui, son père l'a pas renié, hein, il la voyait tout le temps, mais simplement elle vivait avec nous, quoi. Voilà. Et elle a vraiment attrapé le virus du spectacle dans votre famille. C'est-à-dire qu'elle venait au théâtre tout le temps, elle aidait tout le temps au théâtre, à chaque fois que je l'emmenais au théâtre, elle m'attendait dans la loge, donc elle a baigné dans cet univers de théâtre, elle adorait le théâtre, les auteurs, quoi, elle a baigné là-dedans. Alors la pièce, donc il y a deux personnages, Pierre Arditi et vous, et c'est un dialogue, on va dire, entre un vieux ronchon et une jeune femme moderne qui veut être moderne. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, bon, c'est un Pierre Arditi, il est véhément, il peut être vieux con entre guillemets par moment avec il l'est, oui. Voilà. Volontairement. Volontairement, je crois qu'il se jette là-dedans avec délice parce que ça l'amuse beaucoup de jouer ça. Et puis elle est, elle lui passe rien en fait. À chaque fois, elle argumente des choses contre lui. Elle lui dit non mais ça, t'arrêtes avec ça. Elle est tout le temps à la charge sur des trucs, donc ça n'en finit pas. Mais c'est toujours joyeux et c'est toujours comment dire sur des sujets en plus qui traitent de l'actualité, quoi. Ouais, et des sujets qui nous concernent tous. Ouais. Donc ça veut dire que toute ressemblance avec des situations authentiques n'est pas pure coïncidence. Voilà. On ne sait pas lesquelles. Si, parce que finalement, toutes les situations, est-ce qu'elle s'est inspirée, Salomé Lelouch, de votre vie quotidienne à tous les deux, à force de l'entendre, pour écrire cette pièce? Oui, évidemment, elle s'est inspirée de Pierre. C'est vraiment Pierre. Voilà, Pierre, c'est vraiment Pierre parce que bon, d'abord parce qu'elle est une femme, mais moi je pense que je suis le vecteur d'autres personnages. Chez Salomé, je suis mon vecteur à moi et je suis vecteur d'elle et d'amis à elle. Voilà, je pense qu'elle a mis dans mon personnage plus de choses qui ne m'appartiennent pas, que Pierre, c'est que Pierre, quoi. Oui, mais avec Voilà. beaucoup d'humour. Et alors, ça s'appelle Fallait pas le dire, et ça correspond justement aux deux générations, parce que pour Pierre Arditi, il faut pas dire certaines choses, Oui. et pour vous, vous dites tout. Oui, mais surtout que je suis quelqu'un qui n'a pas de filtre dans la pièce. Je suis quelqu'un, donc il n'y a pas de raison de pas dire les choses. Donc lui, il ne comprend pas. Moi, je comprends pas comment il est, comment dire, il a peur de tout. Il a peur de son ombre, et lui comprend pas comment je peux être aussi sans filtre que ça, quoi. Donc c'est constamment des affrontements sur la manière de dire les choses ou de pas les dire. Voilà. Et justement, bon, c'est des sujets de la vie quotidienne. Il y a par exemple une scène où qui va payer au restaurant, Oui. et ça, c'est très drôle. Tout le monde se Oui. reconnaît là-dedans. Bah oui, c'est très drôle. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes, on arrive au restaurant et qui paye l'addition, Voilà. qui paye Ouais. la vie, c'est lui. C'est lui. Voilà. Et il s'empresse de payer. Donc, elle supporte pas. Et lui, bon, ben, arrête de payer comme ça. C'est ton problème, mais arrête parce que ça me met dans une position horrible. Il dit, bah, t'as qu'à payer. Bah, alors, puisque tu payes. Donc, c'est des trucs, voilà. Et ça correspond au monde d'aujourd'hui où les femmes s'émancipent et veulent payer à la place du monsieur. Oui. Ça n'existait pas avant. Non, ça n'existait pas avant. Et puis il y a aussi le téléphone. Le téléphone où lui, sur un portable, c'est pas exactement. Ça, c'est très drôle. Oui. Mais c'est-à-dire, c'est tout, c'est l'historique. C'est
l'historique des choses, comment on les efface, comment on les efface pas, comment voilà toutes les combinaisons qu'il y a maintenant avec Internet, quoi. Donc lui, il est complètement largué, et elle lui mettait peut-être trop vieux, Instagram, Insta quoi. Mais de quoi tu me parles? Donc elle lui dit, mais t'es trop vieux maintenant, en fait, voilà. Et ça correspond à la réalité ou vraiment? Oui, oui, oui. Parce que lui, il connaît rien du tout. Non, non, puis ça ne l'intéresse pas, surtout. Il n'a pas envie de rentrer dans ce monde-là. Ça ne l'intéresse pas, vraiment. De même, il y a les taxis où lui Oui, dit... Uber et G7. Oui, Ouais, oui. Uber, c'est pour les jeunes, G7, c'est pour Ouais, les vieux cons. ah oui, oui. Et ça aussi, ça fait partie de votre quotidien. Ben oui, ça fait partie, comme les trottinettes, il supporte pas les trottinettes. Donc Salomé, voilà, il trouve ça très dangereux, les trottinettes, les vélos qui vont dans tout. Donc c'est un truc qui lui appartient, hein, et elle s'est servie de, voilà. D'ailleurs, il y a une scène où vous êtes sur une trottinette, Oui, et lui, il appelle ça un char à connard. oui. Et là aussi, les gens se reconnaissent aujourd'hui. Mais oui, parce qu'il y a plein de gens. En fait, il y a des gens qui trouvent ça formidable, et puis il y a des gens qui trouvent qu'effectivement, c'est quand même très dangereux. Que voilà, donc il y a puis ça fait rire les gens parce que c'est notre quotidien. Et ça fait rire tous les deux. Bon, dans une pièce originale, c'est un bonheur de chaque soir. Oui, surtout que c'est fait avec délectation, c'est-à-dire c'est très très bien vu, c'est très bien. Donc les gens se l'approprient tout de suite et ils rigolent, quoi. Voilà. Et vous rigolez aussi entre vous quand il y a un petit dérapage ou quelque chose, ou un rajout, non? Oh, de temps en temps, ça se voit que vous amusez bien tous les deux. On s'amuse bien, oui, il y a une vraie complicité. Il y a une vraie complicité. Oui, non, on s'amuse bien. Bah oui, c'est le but, si on est ensemble au théâtre, c'est aussi comment dire, pour jouir de cette situation, oui. Et alors, votre personnage, bon, c'est une féministe convaincue. Qui aime l'écologie. Voilà, le réchauffement climatique. Ça correspond à ce que vous êtes, Evelyne Boix, ou pas du Non, tout? pas à ce point-là. Non, non, non. Ben, par rapport à Pierre, oui, mais pas. Non, non, ça, c'est pas du tout. Voilà. Et militante, non, je suis pas non plus quelqu'un de. Je suis plutôt engagée pour des trucs, mais je suis pas une militante non plus. Oui, parce que là aussi, Pierre Arditi se moque un peu de lui, Oui. parce que son côté homme de gauche qu'il a Oui, ça toujours c'est été. très très drôle. Ouais. Il y a Qu'est-ce tout- qu'il raconte? Bah oui, bah il dit que voilà que c'est la gauche, que les premiers résistants de gauche, que la gauche a changé, que c'est pas lui qui a changé, que c'est la gauche qui a changé. Et donc ça, les gens, c'est du miel, quoi, la manière dont il le dit et dont c'est écrit. Bien sûr. Et il y a aussi la GPA sur laquelle vous n'êtes absolument pas d'accord. Ouais, ça c'est très drôle. Oui, c'est la GPA, donc il dit qu'il comprend rien, quoi. Bon, voilà. Donc les gens sont morts du début à la fin. Que lui, il comprend rien dans ce qui se passe d'une GPA. Il veut une GPA à l'ancienne. Il comprend pas les ovocytes. Il comprend rien du tout. Donc c'est très très drôle, quoi. Et ça correspond finalement à la réalité des Mais générations. bien sûr. Parce que et Salomé Lelouch a exactement pris. Est-ce qu'elle a pris des scènes de votre vie quotidienne, de vos dialogues quotidiens? Oh oui, elle nous a piqué des trucs, bien sûr. Vous les reconnaissez? Oui, oui, oui. Mais la GPA, en tout cas, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Mais en Russie, je ne sais pas si vous le savez, Evelyne Boix, il y a un commerce sauvage de particulier à particulier pour la GPA, pour se faire un enfant. Ah oui, Et c'est non, je par savais Internet pas. que ça marche. Oh là là. Incroyable. C'est pour ça que ce sont Ouais. des sujets absolument Ah insensés oui, mais c'est aujourd'hui. insensé, ouais. C'est devenu une folie, quoi. Hein. Et il y a aussi la chanson. Alors, la chanson préférée, celle qu'évoque Pierre Arditi, c'est celle-ci. Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum. Lui, c'est boum, parce que, mais vous, c'est tout à fait autre chose. Bah, c'est-à-dire que oui, moi, c'est plutôt La Grenade de Clara Luciani. Oui. Voilà. Donc, voilà, où j'esquisse une petite danse dessus, quoi. Voilà, mais justement, c'est étonnant de vous danser. Vous êtes devenu sportive aussi. Et oui, je suis devenue sportive, je fais de la boxe. C'est pas vrai? Mais oui. C'est venu comment? Bah, c'est venu parce qu'en fait, j'ai toujours adoré ça. Puis je me suis dit que c'était pas pour les filles. Et puis après, je me suis dit, je suis trop vieille. Et puis après, je me suis dit, et puis en fait, j'ai fait le yoga m'ennuie. Il y a plein de choses qui m'ennuient. Je me dis, bah, pourquoi il me reste la boxe? En fait, j'adore la boxe, quoi. Voilà. Donc voilà. Et il y a aussi un rêve de Pierre Arditi dans la pièce, un rêve qui est un cauchemar sur Oui. un enfant. Qu'est-ce que c'est? Que- Je crois il a un rêve où il craint un enfant. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il fait un cauchemar et il se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Oui, en fait, oui, il veut que j'ai un enfant à mon âge. Voilà. Oui, oui, c'est-à-dire que oui, il se dit c'est trop. Mais en fait, quand on s'est rencontrés, lui il voulait des enfants. Moi, j'en voulais pas parce que c'était trop tôt. Et après, quand moi j'ai voulu des enfants, lui, il s'est dit oui, non mais on va pas faire des enfants parce que maintenant je suis trop vieux, je vais être le grand-père. Donc on était à contre-courant sur les enfants. On s'est pas bien.
bien mis d'accord, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, il a dit qu'il avait 2 enfants, c'est-à-dire Salomé et vous. Oui, ce qui est son fantasme à lui, parce que je suis pas du tout une enfant. Hein. Non, mais en même temps, vous affichez une éternelle jeunesse. Ouais, non, c'est ma vitalité qui fait ça. Mais la vitalité de Pierre aussi est incroyable, parce Ouais. qu'il pourrait s'arrêter, être à la retraite. Il ne peut pas vivre sans théâtre. Il ne peut pas vivre sans théâtre, oui, oui, ouais. C'est-à-dire qu'à la fin du spectacle, il remercie le public en disant Merci d'être là. Oui, c'est vous merveilleux étiez- de oui. se revoir. Ah ouais. Non, il est tellement content de voir le public, que le public. C'est vrai que ça lui a manqué vraiment énormément. Qu'est-ce Ouais. que vous avez fait pendant le confinement, vous-même, Evelyne Bouix? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cuisiné beaucoup. Je suis allée courir beaucoup au Luxembourg. Oui. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beaucoup bouquiné. Voilà. Mais Pierre Arditi n'a pas dû supporter ce confinement. Il devait être encore plus compliqué. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Il a très bien supporté. Il a fait beaucoup de bouffe aussi. Non, non, pas du tout. Il a très bien. Alors, contre toute attente, il a très bien supporté le confinement. Alors, le théâtre est également présent dans cette pièce, fallait pas le dire, donc à la Renaissance, avec Jean-Michel Ribes et le Rond-Point, Oui. qui est un théâtre de gauche. Qu'est-ce que c'est? Parce que Ribes, en plus, vous le connaissez bien. Bah oui, c'est pour ça. Je pense que c'était exprès et que voilà, c'était un petit clin d'œil par rapport à la gauche, quoi. Ouais. Par rapport par rapport à Jean-Michel et voilà. Parce que Jean-Michel Ribes a été un des premiers à croire en vous, à vous faire tourner. Dans le film à sketch, c'était un des premiers qui m'a fait tourner dans Musée au Musée Bas. oui, mais j'avais un rôle plus important avec Villeray dans comment ça s'appelait? C'était un film à sketch. Oui. C'était un des premiers, mais j'ai Et il y oublié a le eu nom. Palace aussi. Palace, oui, non, mais Jean-Michel, je le connais. J'ai fait plusieurs choses avec lui et j'avais un sketch formidable avec Villeray où je faisais une petite prostituée habillée avec une petite culotte blanche et des soquettes, et parce qu'il aimait les petites filles, quoi. Donc c'était avec Jacques, on rigolait et voilà. Et c'était, je sais plus le titre du film. Alors, il faut savoir qu'en cette période où le théâtre se porte mal, c'est plein, c'est-à-dire c'est plein, et on voit qu'il y a presque un fan club de Pierre Arditi. On vient d'avance pour voir Pierre Arditi à la scène et pour vous voir, Evelyne Bouix. Ah ben c'est-à-dire que oui, Pierre, c'est l'acteur de théâtre. En fait, c'est vraiment, enfin pour moi, et je suis pas la seule. C'est vraiment, c'est l'acteur. C'est un acteur de cinéma, bien sûr, mais c'est d'abord un acteur de théâtre. Oui, et puis il le revendique en plus. Oui. Oui. Et en même temps, vous avez fait d'autres choses ensemble. Moi, je me souviens, je crois, du Sang de la Vigne, qui était une Ouais, série télé où ouais. vous étiez ensemble. Ouais. Et il a cultivé son amour d'acteur et celui du vin. Oui, bah oui, c'est un être qui aime le vin, qui aime la bonne chair. C'est un épicurien, un grand épicurien. Ouais. Et le public vous aime parce qu'encore une fois, dans cette pièce, ce qui est étonnant, c'est que tous ceux qui vont aller la voir, et ils seront nombreux, vont se reconnaître forcément, Evelyne Bouix. Oui, et puis d'autres générations, parce que c'est-à-dire qu'on voit des gens. Moi, ma fille, elle va avoir, c'est une trentenaire, quoi, donc un peu plus. Mais donc il y a sa génération, il y a les parents, donc moi, qui se reconnaissent là-dedans, et ils en voient aussi les enfants. Donc c'est un truc de fou parce que chacun trouve quelque chose. Ça parle à, et ça on le savait pas en fait, et ça parle à plein de monde de générations très très différentes. Oui, parce que les problèmes de génération sont les Mais mêmes. oui, puis on en parle en famille, donc c'est ça qui est bien. Ce sont les conversations familiales sur Voilà. scène. Ouais. Et vous ne pensiez pas ça au début quand cette pièce? Bah non, en fait, moi j'y avais pas pensé de cette manière-là, en fait. Et cette pièce pourrait devenir un sitcom, une série de télévision? Sitcom, je sais pas, mais ça pourrait en tous les cas être tourné. Ça, c'est Voilà. sûr que ça pourrait être tourné. Parce qu'il y a Oui. plein de situations encore dans Ouais. la vie quotidienne. Ouais. Vous êtes surpris par tout ce que fait Salomé Lelouch, finalement? Ouais, je suis très fière de ma fille. Elle aime pas que je dise ça, elle me tuerait Ouais. si elle m'entendait. Mais je suis très très fière d'elle parce que c'est quelqu'un qui est très talentueuse, mais qui travaille énormément, quoi. C'est une bosseuse et voilà, quoi. Elle fait un Donc, nombre incroyable de choses. Elle est- Oui, dans son théâtre à elle, au Le Pic, il y a une autre, une pièce de Valérie, un livre qui est de Valérie Perrin qui est tiré, Tout à fait. L'eau des fleurs, qui va être dans son théâtre à partir du 10 novembre ou du 12 novembre. Et elle écrit pour le cinéma, elle écrit pour, je veux dire, elle est incroyable, quoi. Vous pouvez être fier d'elle et puis fier de ce spectacle. Vous jouez avec Pierre Arditi, que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent parce qu'ils se reconnaîtront et en plus riront beaucoup parce qu'on rit du début à la fin. Fallait pas le dire, qui est au théâtre de la Renaissance à 19h. Eh ben merci Jacques, c'était très agréable. Eh ben, merci, on a dit des choses contrairement Oui, au oui, titre. tout à fait. Merci, Merci à Evelyne vous. Bouix, et à Merci. bientôt. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.